De ne pas avoir été prévenu. C'est pourtant ce qu'il y a sur la liste, mais c'est pas grave. Vous prenez la santé des Parisiens dans sa globalité, un bien-être total, psychologique, mental, social, conformément à la définition de l'OMS. C'est un choix ambitieux, mais du coup difficile à maîtriser, et comme dit le proverbe, qui trop embrasse mal étreint, notamment quand on cherche, et dans l'introduction et dans le titre, s'il s'agit d'un document objectif ou s'il s'agit d'un document bilan, ou s'il s'agit d'un document à la fois bilan et objectif, ce qui me semblerait effectivement la meilleure chose à quelques mois de la fin de la mandature. La première partie concerne donc le plan de santé environnementale de décembre 2015. On peut s'attendre donc, après près de 4 ans, à avoir un bilan. Vous rappelez les facteurs qui constituent les cibles prioritaires: l'air extérieur, l'environnement intérieur, le bruit, les substances chimiques, notamment les perturbateurs endocriniens et cancérogènes, le climat, l'amiante, les sols pollués, le plomb, rien que ça. Mais le bilan est seulement esquissé. Je comprends, c'est très difficile à faire, puisque ça concerne toutes les politiques parisiennes. Mais quand même, l'air extérieur, par exemple, on a une petite idée, on en parle à chaque conseil. A-t-on réussi, comme on le souhaitait, à réduire la pollution de l'air, à basculer le parc automobile vers les véhicules propres? Je ne crois pas, ou alors très partiellement. On a réduit le nombre de voitures, mais la bascule ne s'est pas faite. Certaines voitures propres ont même disparu, c'était les autolibres. Et la pollution de l'air a réduit sur certains axes et s'est accrue sur d'autres. L'environnement intérieur, rien n'est dit alors qu'une cartographie des pollutions intérieures a été faite notamment dans les crèches par une association. Le bruit, on a généralisé le revêtement sans bruit sur le périphérique et c'est un réel progrès. On peut se féliciter de cette réalisation pour tous les riverains. Mais à l'intérieur de Paris, la voirie est dans un état catastrophique. Et c'est logique, puisque c'est un des choix de la maire que de faire des économies sur la voirie. Et du coup, en termes de bruit, on a plutôt un accroissement du bruit sur la voirie parisienne intramuros. À mesurer, à contrôler, on n'a pas de chiffres. Personne, évidemment, ne contrôle les deux roues bruyants. On aura un débat demain sur les deux roues. L'enjeu, c'est de passer aux deux roues électriques. Rien là-dessus. En ce qui concerne la suppression des perturbateurs endocriniens, les objectifs sont énoncés, mais à part la suppression des phytosanitaires dans les espaces verts en 2015, avec quelques effets indésirables d'ailleurs, puisqu'on a une prolifération des algues dans les lacs des Bois et dans l'ensemble des canaux parisiens. On n'a rien d'autre. Un objectif qui est rappelé, 50% de bio en 2020 dans les cantines. Vous annoncez 37%, il y a un bilan. On est à 2 mois de 2020. Il faut qu'on passe de 37% à 50% d'ici le 1er janvier 2020 pour le bio dans les cantines. Il y a du boulot. Quant à la suppression du plastique, on a eu ce débat à un ancien conseil de Paris. On en est à la réflexion, entre guillemets. Et vous citez certaines communes qui ont réussi à le faire, en France. Enfin, rien n'est indiqué sur l'amiante, sur les sols pollués dans le rapport, alors même que le boulot est fait sur l'amiante. L'ensemble des bâtiments publics sont contrôlés et les responsables de bâtiments publics ont cette épée de Damoclès sur leur tête en permanence. Heureusement, le plomb étant malheureusement revenu dans l'actualité, il fait lui l'objet d'une attention particulière. Vous citez le SPSE, Service parisien de santé environnementale. L'activité de ce service m'interroge et je voudrais avoir des précisions. Je ne sais pas si je me trompe, mais vous citez 174 agents, 257 interventions. 174 agents, 257 interventions. J'imagine qu'ils ont beaucoup d'autres tâches que les simples interventions, parce que ça fait une intervention et demie par agent et par an. Alors j'imagine qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi, mais ça me paraît quand même assez faible en termes de nombre d'interventions. La deuxième partie concerne l'accès aux soins. La principale mesure prise par l'adjoint à la santé dès le début du mandat, le précédent, c'est l'aide à l'installation des médecins en secteur 1. C'est une excellente mesure que nous avons soutenue et que nous continuons à soutenir. Le résultat, malheureusement, est un peu décevant. 161 praticiens installés
88 généralistes, mais seulement 66 nouveaux. Est-ce que ça veut dire que les autres, en fait, n'ont fait que se déplacer dans Paris? 66 nouveaux installés qui ont bénéficié de ce dispositif, c'est faible, c'est peu. Pour quel coût? On ne sait pas. Combien ça a coûté? Ce n'est pas marqué. La tension sur les urgences, à Paris et en France, montre bien que le problème persiste et même s'accroît. Alors vous citez l'activité des centres de santé, mais on ne sait pas la progression de cette activité. Est-ce que les centres de santé travaillent plus qu'il y a 6 ans ou pas? On n'a pas les chiffres dans le document. Vous accompagnez les CPTS, heureusement, et c'est une bonne chose, les communautés professionnelles de territoire, mais quelle est l'ambition? Heureusement, il y a certains vœux intéressants sur les centres de santé et les maisons de santé pluridisciplinaires pour qu'on essaye de construire un maillage à Paris qui permette d'avoir un accès aux soins en secteur 1 24 heures sur 24 ou au moins jusqu'à minuit et qui permette d'aider les urgences à faire face au flot continu. Pour la suite, on a une explication des missions de la ville en matière de politique de santé de l'enfant avec la PMI, les visites obligatoires, en matière de lutte contre la tuberculose, la drépanocytose, la prévention du cancer, en matière de lutte contre le sida et contre la drogue. Mais en termes de données chiffrées, on a juste le bilan du CLAT, c'est la tuberculose, et celui de la salle de consommation à moindre risque. Pour le reste, on n'a rien. Enfin, la maire est intervenue sur la PHP avec un discours qui m'est apparu assez démagogue en fin de mandat. On soutient le personnel de la PHP. C'est très bien. On soutient tous ce personnel de la PHP. Est-ce qu'aujourd'hui, rajouter des moyens, c'est la seule solution? Ça fait toujours du bien, les moyens. Hein, c'est de l'argent public, il faudra augmenter les cotisations sociales, on donnera des moyens supplémentaires à l'hôpital, c'est parfait. Ça aidera, c'est certain, ça aidera. C'est pas mal. Mais enfin, la PHP, de mon point de vue, et personne ne le dit, et j'espère que ce sera répété à Martin Hirsch, qu'il le sait, elle souffre du même symptôme que la ville de Paris. C'est-à-dire une trop grande centralisation, c'est-à-dire la création de groupes hospitaliers multisites qui ont grossi et qui font que les décisions sont prises à un endroit qui est trop éloigné par rapport aux services et sont concentrées entre les mains de quelques personnes qui n'arrivent plus parce que les groupes sont trop gros, comme l'administration de certains services de proximité de cette ville n'arrive plus à gérer les problèmes du quotidien. Et derrière, on a des personnels qui sont effectivement en colère, épuisés, parce que les lits ne sont pas réparés, le matériel n'est pas arrivé, etc. Et ça, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Merci Thomas Loret, vous avez dépassé de 55 minutes. 55 minutes de 55 secondes, excusez-moi. Eh bien, je vous remercie, je conclus en disant... Je vous laisse une phrase de conclusion, mais c'était pour ne pas abuser. C'est un document qui mériterait plus d'indicateurs de suivi consolidés et un bilan plus clair à établir. Merci.